La grande affaire de son règne allait être les 12e Journées mondiales de la jeunesse qui se déroulèrent du 18 au 24 août 1997. Une sorte de découverte, de naissance à la vraie vie, avait-il confié. Si l'on en croit Robert Serroux, l'auteur de ces lignes et biographe de Jean-Marie Lustiger, le cardinal Lustiger aurait vécu les JMJ de Paris comme un sommet, couronnant 17 ans d'épiscopat, et en même temps comme un tournant, l'amenant à plus de 70 ans à changer son regard sur l'existence. Le grand rassemblement de 97 serait donc un point nodal pour saisir la trajectoire du cardinal. Cette hypothèse guide cette contribution qui cherche à éclairer la personnalité de Jean-Marie Lustiger à travers l'étude des traces de son implication dans l'événement. Interviews, correspondances, procès-verbaux des réunions de préparation, mais aussi souvenirs de quelques témoins ayant collaboré avec lui durant cette période. Nous suivrons le parcours du cardinal avant, pendant et après les JMJ. Selon Patrick Jacquin, prêtre du diocèse de Paris en charge de la mission étudiante dans les années 90, l'idée d'organiser des JMJ à Paris a pris naissance à l'automne 1991, rue Barbet-Jouy, dans l'escalier reliant le bureau du cardinal Lustiger à la cour de l'archevêché. Jacquin est invité par le cardinal pour être remercié de l'organisation de la JMJ de Czestochowa, auquel il a emmené les jeunes d'Île-de-France. Et au moment de le quitter, Lustiger lui fait part d'un regret. Le pape est venu à Paris en 1980, il n'y reviendra pas. Et là, Jacquin lui dit, mais père, il y a une solution, c'est d'organiser à Paris les JMJ. Et Lustiger, son œil pétille, Jacquin voit qu'il a touché une corde sensible. Lustiger a participé à toutes les JMJ, sauf celle de Buenos Aires. Et quelques semaines plus tard, Jacquin reçoit un coup de téléphone de Lustiger, lui demandant de lui faire une proposition sur cette question. Alors, le projet trouve un début de formalisation au printemps 93. Jacquin a constitué un groupe de travail informel et il envoie à Lustiger une proposition de schéma centrée autour d'une marche entre Chartres et Paris, donc une JMJ itinérante qui reprendrait la matrice du pèlerinage de Chartres. Peu après, le cardinal, on en voit trace dans ses archives, s'entretient avec Jacques Chirac, alors maire de Paris, et Édouard Balladur, qui vient d'être nommé Premier ministre, puisque le concours de la puissance publique sera indispensable pour l'obtention des visas et pour les questions de sécurité. Ayant obtenu leur accord, il fait connaître à Rome son souhait d'organiser la JMJ, mais début juillet, il apprend de manière informelle que ce seront les Philippines qui accueilleront la JMJ de 95. Alors selon Henri Tinck, que je cite, la curie aurait été sceptique quant à la capacité de la France, dépeinte comme un élève moyen, d'organiser un tel événement. Selon Jacquin, l'explication serait autre. La curie, et en particulier le Conseil pontifical pour les laïcs, aurait été enthousiaste à l'idée de venir à Paris, mais les évêques philippins auraient réussi à court-circuiter l'initiative parisienne en ayant un contact direct avec Jean-Paul II et en l'ayant convaincu de choisir Manille pour 95. Toujours est-il que ce n'est que partie remise. Lustiger est reçu à Castel Gandolfo en août 93 et là, le pape en fait lui confie l'organisation de la journée de 97. Le cardinal Pironio, qui est à l'époque président du Conseil pontifical pour les laïcs, chargé d'organiser les JMJ, lui confirme l'information au début de l'été 1994. Alors Lustiger doit maintenant rallier les forces vives de l'Église de France à un projet qu'il a décidé seul, mais dont la réussite suppose une large mobilisation, bien au-delà des groupes français déjà acquis au JMJ. Lors des éditions précédentes, l'intérêt des Français pour la JMJ s'est accru. Il y a 25 000 Français qui y participent en Pologne en 1991, mais il n'en reste pas moins que la participation au JMJ se concentre sur la région parisienne, les communautés nouvelles et les mouvements scouts. De larges pans du catholicisme d'ouverture et de nombreux diocèses de province sont encore peu intéressés par le concept. Alors, pour rallier le maximum d'évêques à son projet, Lustiger communique d'une manière diablement habile, si l'on peut dire.
Dans une tribune qu'il publie dans La Croix, il écrit « Le pape m'avait demandé s'il serait possible de tenir en France, à Paris, les Journées mondiales de 97, puisque celles de 95 étaient prévues à Manille, sans donner les éléments permettant de comprendre que le pape n'interroge pas Lustiger sur la disponibilité de Paris à accueillir la JMJ, mais sollicite son approbation pour décaler la mise en œuvre de sa proposition de 95 à 97. » Présentant le projet à ses confrères en novembre 94, il est attentif à préciser que le schéma n'est que pure hypothèse de travail puisque rien n'a été mis en place et que la version finale sera le fruit de la discussion collective. Il prend soin aussi de donner une place à chacun de ses confrères dans l'événement en introduisant une innovation, d'ailleurs suggérée par chacun, l'organisation préalablement aux journées parisiennes de journées d'accueil dans les diocèses, chaque diocèse étant chargé d'une des délégations étrangères. La JMJ est ainsi lancée par chaque évêque de province dans son diocèse avant une convergence générale vers Paris. Le cardinal, dans ses interventions, cherche à être le plus fédérateur possible, multipliant les éléments de langage, montrant qu'il ne veut rien imposer, tout en essayant de communiquer son enthousiasme. L'organisation de la JMJ et le choix des hommes qu'il va placer traduit cette volonté de sortir de ses réseaux habituels. Monseigneur Dubost est conjointement nommé président délégué des JMJ de Paris par l'archevêque de Paris, mais aussi par le conseil permanent des évêques de France. Tout en étant compatible avec Monseigneur Lustiger, il est proche de la sensibilité action catholique dominante à la conférence épiscopale. Par une décision concertée entre la conférence épiscopale et Monseigneur Lustiger, Dubost va être assisté par deux profils complémentaires, Patrick Jacquin, donc l'auteur du premier projet de la JMJ parisienne, qui représente le diocèse de Paris, et Paul Détable, qui est prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand, qui va donc représenter la province, et qui, depuis 1993, est secrétaire général adjoint de la conférence des évêques, en charge de l'apostolat des laïcs, très proche des mouvements d'action catholique. Détable va développer un discours sur la richesse de la diversité des sensibilités, le respect mutuel, et va réussir à rallier à la JMJ la plupart des responsables des mouvements catholiques, des scouts d'Europe jusqu'à la jeunesse ouvrière chrétienne, alors que dans les provinces, eh bien, son action commence à prendre, notamment par le biais d'invitations ciblées qui responsabilisent les communautés accueillantes. Et donc, la dynamique de mobilisation à l'intérieur de l'Église commence à prendre, tout en parallèle, eh bien, les communautés nouvelles organisent leur propre événement au sein de l'événement et contribuent donc à alimenter la dynamique. Alors, au-delà de l'Église, Lustiger doit rallier d'autres acteurs à son projet. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qu'il a insérées dans l'organisation vont lui permettre de compléter le réseau déjà constitué. Monseigneur Dubost, évêque aux armées, recrute plusieurs généraux à la retraite dans l'organisation. Avec l'appui de Monseigneur Lustiger, qui écrit à François Léotard, ministre de la Défense du gouvernement Balladur, il obtient qu'un certain nombre d'appelés du contingent puissent consacrer leur service militaire à la préparation des JMJ. Et d'une manière qui peut paraître plus anecdotique, mais qui n'en est pas moins significative, Lustiger réussit à obtenir de Charles Millon, qui succède à Léotard dans le gouvernement Juppé à la Défense, la mise à disposition d'un avion de transport militaire pour relier Chartres à Rome le jour du dimanche des Rameaux, grâce à un transal dont il va brièvement tenir les commandes à l'invitation des pilotes. Il parvient à recevoir du pape la croix des JMJ en fin de matinée et à le remettre au milieu d'après-midi aux étudiants du pèlerinage de Chartres. À partir de janvier 1996, Lustiger fait aussi intervenir dans l'organisation son directeur de cabinet, Guillaume de Maillard, qui est un trentenaire au profil atypique. Ingénieur géologue, diplômé de Sciences Po, il a été en charge de la communication de la compagnie bancaire et a décidé en 1995 de consacrer 3 ans de sa vie à l'Église catholique en se mettant au service direct du cardinal. Il connaît mieux le milieu de l'entreprise que celui du catholicisme français. Et pour faire connaître la JMJ au-delà des cercles ecclésiaux, il a l'idée de mettre en compétition les 3 plus grandes agences de communication de l'époque, dont Publicis, alors dirigée par Maurice Lévy, qui va devenir un acteur clé des JMJ. Puisque, sous son impulsion enthousiaste, ces équipes vont construire gracieusement une campagne de publicité audacieuse, mais Lévy va aussi ouvrir au cardinal son carnet d'adresses pour organiser des dîners de grands patrons et de donateurs.
Pendant des mois, Lustiger et Lévy se retrouvent au 7e étage de la tour Publicis sur les Champs-Élysées pour, lors d'une sorte de numéro de duettiste, inciter le Gotha économique français à contribuer à la réussite de l'événement. Le cardinal présente le projet et Maurice Lévy mène un travail de conviction en expliquant pourquoi, bien que non catholique, il soutient le projet de toutes ses forces. Lévy va aussi mettre en relation via Guillaume de Maillard le cardinal Lustiger avec Jean-Charles de Castelbajac, à qui il a pensé pour la création des vêtements liturgiques. Le grand couturier rencontre le cardinal, il livre un vibrant plaidoyer pour mettre l'art contemporain au cœur de l'événement. Lustiger, déjà sensibilisé à la question, est conquis, et Castelbajac va le mettre en lien avec l'architecte Christian de Porzampar et le designer Sylvain Dubuisson, qui feront à leur tour venir d'autres créateurs dans le projet. S'il a le souci de fédérer les bonnes volontés pour un projet qu'il qualifie comme ouvert, Lustiger n'en a pas moins des idées que certains ont pu qualifier de fixes, mais qu'on pourrait dire directrices. Sa théologie fait du sacrement, c'est-à-dire du signe visible fait par l'Église et permettant, dans la théologie catholique, à Dieu de se manifester, le fondement de l'évangélisation. Il le formule ainsi à ses séminaristes: quand l'Église rend visible sacramentellement ce mystère du Christ, le Christ lui-même agit en celui qui écoute, qui regarde, qui ouvre ses mains. Dans son esprit, le dispositif JMJ doit non pas produire artificiellement une émotion mystique, mais faciliter une expérience spirituelle dont Dieu aura l'initiative à travers les sacrements qui doivent avoir une place centrale. Lustiger souhaite à cet effet changer complètement la formule de la veillée du samedi soir en substituant au grand show des précédentes éditions une veillée au climat beaucoup plus intérieur dont l'événement central serait le baptême de jeunes. Alors Lustiger va batailler et suivre ce cap contre vents et marées pour imposer cette idée. En juin 1996, il torpille la proposition de veillée que le comité liturgie de l'association JMJ 97 avait conçue. Dans les comptes rendus, on lit qu'il qualifie le projet de simplet, en l'accusant de véhiculer une expression politico-sociale stéréotypée de la théologie de la libération, et réclame la présence, je cite, de la séquence baptismale, phase de la veillée qui atteint l'intensité dramatique la plus grande. Le cardinal doit aussi batailler sur le front romain, où il se heurte à l'hostilité du Conseil pontifical pour les laïcs, qui tient à la tradition des veillées festives. Plusieurs témoins considèrent que Lustiger aurait obtenu de Jean-Paul II le remplacement de son président, le cardinal Pironio, qui ne voulait pas entendre parler d'un baptême le samedi soir, par le cardinal Stanford, l'archevêque de Denver, qui avait accueilli la JMJ en 1993 et se montre beaucoup plus accommodant sur ce point. Reste à convaincre France Télévisions, qui avait accepté de diffuser en prime time et en direct la veillée du samedi soir en pensant qu'il s'agirait d'un grand show avec Céline Dion. Ce que Lustiger réussit à faire avec un certain culot, mais une certaine aussi habileté. Alors, Lustiger façonne l'événement en veillant à ce que ses intuitions soient bien mises en œuvre, par l'intermédiaire notamment de Guillaume de Maillard, mais aussi pour les sujets sur lesquels il n'a pas d'opinion arrêtée, en arbitrant les divergences qui surgissent entre les différents acteurs qu'il a mobilisés. Globalement, ces décisions sont très peu cléricales. Face à un conflit entre les créateurs qu'il a mobilisés et les hommes d'église, il tranche systématiquement en faveur des premiers, quand les signes proposés lui semblent au service de son projet d'évangélisation. Alors 3 exemples simplement. Il suit l'avis de Maurice Lévy, qui avait proposé le logo d'une tour Eiffel surmontée d'une croix, contre l'avis d'une partie des évêques qui jugent le symbole agressif vis-à-vis des non-catholiques parce qu'il annexe un symbole français et parisien. Il défend Jean-Charles de Castelbajac et ses vêtements liturgiques arc-en-ciel face au maître de cérémonie pontificale qui considère, je le cite, qu'ils ne correspondent en rien aux vêtements sacrés traditionnels actuellement en usage dans le rite romain. Enfin, contre l'avis des liturgistes de la curie romaine, il donne raison à la productrice de France Télévisions, Betty Duro, qui a besoin que les cérémonies retransmises s'adaptent aux impératifs catholiques, et notamment que la veillée du samedi soir tienne dans le format de Fort Boyard habituellement diffusé. Eh bien, il accepte d'avoir une oreillette, quelqu'un avec une oreillette derrière lui, qui, je cite Betty Duro, lui criait « Plus vite, qu'il saute !» Et plus tard, Jean-Paul II a supporté la même chose. Alors en entendant Florian Michel, je dis j'ai compris l'appétence de Lustiger pour les
liturgie très chronométrée, et il a peut-être trouvé à travers la télévision un prolongement. Alors, on a le sentiment en tous les cas que Lustiger s'enrichit durant la période des professionnels du spectacle, ayant pour la plupart un rapport distendu à l'Église. Il y en a un autre témoignage dans la manière dont il communique sur la JMJ. C'est Guillaume de Maillard qui me raconte que Lustiger et Dubost, un jour, s'inquiétaient devant Betty Duro, la productrice de France Télévisions, du faible nombre de participants français. Et Betty Duro lui dit « Mais arrêtez de vous plaindre, les gens ne viennent jamais au secours de la défaite, toujours au secours du succès. » Et Lustiger, de fait, change sa communication dans les médias. Il fait la tournée des radios et des télés avant l'événement, en mettant en avant l'extraordinaire participation étrangère, en incitant les Français à se montrer à la hauteur des précédentes éditions, et donc sur un mode très enthousiaste, convaincu, et qui va poursuivre tout au long de la semaine. Alors pendant la semaine, il continue cette fréquentation médiatique intensive. C'est un fait remarquable que dans un agenda potentiellement saturé, par les multiples sollicitations dont il pouvait faire l'objet, il réussit à caser 4 conférences de presse entre le lundi 18 et le dimanche 24 août, choisissant même de sécher le samedi 23 au matin la messe que Jean-Paul II donne à Saint-Étienne-du-Mont pour les délégués choisis par le Conseil pontifical pour les laïcs. Alors, de fait, durant ces conférences de presse, il démine quelques polémiques, notamment le PS qui a fait un communiqué pour s'indigner de la visite du pape sur la tombe du professeur Lejeune. Mais l'essentiel de ses interventions consiste à se faire l'exégète des JMJ. Le lundi 18, il présente la cohérence du programme. Il explique qu'après 2 jours d'accueil, où les jeunes seront reconnus dans leur diversité, les jeunes vont vivre une sorte de semaine sainte avec un jeudi placé sous le signe du lavement des pieds, un vendredi saint polarisé par le chemin de croix, et une veillée baptismale du samedi soir qui rappelle la vigile pascale. Face à un public de journalistes qui ne sont pas tous de culture catholique, il se fait pédagogue, et pour reprendre les mots de Philippe Portier, il englobe dans une grammaire de la généralité la singularité sémantique propre au catholicisme. Il essaye de traduire le langage ecclésial dans les mots de l'expérience commune, comme quand par exemple il formule le mystère de la croix ainsi. Le thème du vendredi sera au fond les grands problèmes que se pose la jeunesse, la souffrance, l'injustice, ou si vous préférez, tout ce qui en ce monde est insupportable. Retrouvant les journalistes le mercredi 20, le cardinal se fait l'exégète du choix de la porte du Trocadéro comme premier lieu de contact entre Jean-Paul II et les jeunes, en expliquant que ce choix est tout sauf anodin. C'est la dalle des droits de l'homme, c'est la dalle aussi où le père Joseph Wrezinski a lancé son initiative contre la misère, et donc il se fait décrypteur des signes et des symboles de l'événement. La deuxième mission de Lustiger durant la JMJ, c'est d'être l'hôte de ceux qui arrivent dans son diocèse. Alors tout d'abord vis-à-vis des jeunes pèlerins qu'il accueille le 19 août, on a vu les images tout à l'heure, 300 000 jeunes qui sont rassemblés et qu'il reconnaît dans leur diversité, mais aussi le pape qu'il accueille le jeudi 21 au matin à Orly avec Jacques Chirac et qu'il va accompagner dans tous ses déplacements publics. Alors notamment, on voit dans les images filmées un Lustiger rayonnant qui est au second rang de la papamobile et qui regarde avec émotion les visages des jeunes qui sont tournés vers Jean-Paul II. Quand le pape arrive sur le podium du Champ de Mars, il le tient presque par la main pour l'accompagner vers son fauteuil, avant de s'asseoir à sa droite. Ce jour-là, c'est Monseigneur Billet qui va prononcer, en tant que président de la conférence épiscopale, le mot d'accueil, mais par la suite, c'est Monseigneur Lustiger qui officiera pour toutes les cérémonies, qu'il s'agisse de la messe de béatification d'Ozanam le vendredi matin, ou de la veillée du samedi soir, au cours de laquelle il présente les 10 candidats au baptême. Au cours de ces grandes cérémonies qu'il a répétées la veille avec France Télévisions, Lustiger accompagne aussi le pape à l'Annonciature, où il organise un dîner pour les évêques ainsi qu'un cocktail pour les grands donateurs. Alors après les JMJ, le cardinal ne semble guère prendre de repos. Dès le lundi 25 août, on trouve des cartons de remerciements signés de sa main. Et en lisant sa correspondance active, on trouve 54 lettres personnalisées de remerciements, avec dans l'ordre 11 chefs ou responsables d'entreprise prestataires de services pendant les JMJ,
10 créateurs et artistes pour lesquels Lustiger a des mots particulièrement chaleureux, 8 hauts fonctionnaires ayant facilité l'organisation, 7 riches donateurs mécènes, 6 hommes politiques, 5 bénévoles et salariés de l'organisation des JMJ, 3 responsables de médias, un diacre jésuite et le petit Quentin qui avait lancé la colombe depuis la grande scène du Champ de Mars. Ce réseau de correspondants ne compte qu'un seul clerc, comme si Lustiger attribuait la réussite des JMJ prioritairement à des acteurs extérieurs à l'organisation de l'Église catholique. C'est eux qu'il remercie d'avoir saisi le sens et la portée de l'événement, de l'avoir compris de l'intérieur et d'avoir donné sans compter leurs compétences et leur disponibilité. La correspondance passive permet de compléter l'étude du réseau et des réseaux Lustiger dont Jean Duchesne a parlé, puisqu'on y trouve 8 réponses des 54 destinataires des cartons de remerciement. Certains, et ça confirme les propos de Jean Duchesne, disent que l'événement a créé un lien durable avec l'archevêque et qu'ils seront toujours à son service. Parmi les 6 hommes politiques, il vaut la peine de noter que Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, prend la peine de coucher quelques mots sur un Bristol pour dire combien il a apprécié l'événement. Et Robert Badinter, lui écrit dès le 24 août « Mon cher ami, je ne résiste pas au plaisir de vous dire combien j'ai trouvé merveilleuse la spiritualité qui se dégageait de la veillée et de la messe. En ces temps de désertification des cœurs et des âmes, cette vision réchauffe les nôtres. Le pape était admirable de courage et vous étiez très beau. » Alors, ce courrier de félicitations contient aussi des cartons d'ambassadeurs, de prêtres, de religieux et de religieuses, et 20 courriers d'évêques, dont seulement 2 français, Monseigneur Coligny et Monseigneur de Montléon. Faut-il attribuer cette faible représentation des évêques français à une forme de désapprobation vis-à-vis de la surexposition médiatique du cardinal au cours des JMJ ou à la crainte que la réussite de l'événement nourrisse son orgueil ? Le Canard enchaîné attribue à l'un d'entre eux ces mots perfides prononcés sous le sceau de l'anonymat. Il s'est débrouillé pour être toujours dans l'axe des caméras. S'il avait pu, il aurait porté le pape sur son dos. Maintenant, il va falloir gérer la tête enflée de Lustiger. Avant, il se voyait déjà pape, désormais, il ne va plus se sentir. Ce sentiment était-il ou non partagé ? Jugerait-il qu'on a l'impression qu'au sein de l'Église catholique, c'est surtout à l'international que Lustiger accroît son rayonnement à l'occasion des JMJ. En sus du courrier de ses personnalités religieuses et civiles, Lustiger reçoit une grosse centaine de lettres de fidèles catholiques. Ce dernier corpus contient à la marge des courriers de personnes scandalisées. Certaines ont lu dans le Canard enchaîné que des évêques avaient dîné à la Tour d'Argent et dormi au Lutetia, ou mécontentes parce qu'elles ont fait un don au JMJ et n'ont pas reçu le parapluie qui devait les remercier. Mais à une écrasante majorité, il s'agit de lettres extrêmement positives qui contrastent avec la tonalité plutôt pessimiste des lettres reçues avant l'événement. Les destinataires du cardinal demandent comment ils peuvent contribuer à combler le déficit. Et Lustiger en est très touché, comme il le confiera à ses séminaristes en septembre. Les correspondances que je reçois, c'est bouleversant, ce genre de témoignage. C'est comme si c'était un grand coup de labourage du bon Dieu qui ratissait large, profond. C'est donc que ce qu'on avait voulu faire a été débordé par la grâce divine. Alors ces réactions et ce courrier nourrissent le travail d'interprétation de l'événement que Lustiger entreprend très tôt, puisque dès le dimanche 24 au soir, il est invité par Daniel Bilalian au journal télévisé de France 2. Le lendemain, il est invité par Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Et il va s'analyser, après ses interventions à chaud, il reviendra à plusieurs reprises au cours du mois de septembre sur le sens des JMJ. Lustiger a façonné l'événement en amont, il veut aussi le façonner en aval, en disant le sens. Au micro d'Elkabbach, comme il le dira plus tard au séminaristes, il dénonce la machine à récupérer l'événement qui essaye, dit-il, de digérer le phénomène pour ne pas avoir à être dérangé par quelque chose. Alors il vise pêle-mêle les commentateurs qui ont établi des parallèles avec Woodstock et la Gay Pride, les spécialistes de la sociologie religieuse, et notamment, sans la nommer, Danielle Hervieux-Léger, dont il présente de manière caricaturale l'enquête qu'elle a coordonnée, un sondage paru dans La Croix qui révèle que seuls 19% des jeunes accordent de la valeur aux convictions religieuses. L'angle d'attaque de Lustiger, c'est que ces approches sociologiques, au sens large du terme, ne font que projeter sur les jeunes les valeurs des adultes à travers notamment les questions qui sont posées. Elles sont incapables de saisir ce que l'événement a mis à jour et qui est latent dans la société. Se référant à l'histoire des sciences, il fait valoir qu'il est très difficile de saisir ce qui est vraiment nouveau.
Ayant délégitimé ses approches, il promeut la sienne, qui s'appuie sur des convictions qu'il s'est forgées de longue date sur les enfants des baby-boomers, religieusement déculturés mais disponibles, qu'il portait déjà au début des années 1980 et qui s'enracine dans son expérience d'évêque. C'est ainsi qu'il écrit dans Communio: « Les jeunes sont venus à Longchamp de tous les horizons car ils avaient soif de Dieu sans le connaître vraiment. Ils voulaient rencontrer l'Église, poser des questions et dialoguer sur le sens de leur vie. Souvent déracinés, exclus, frappés par le chômage ou craignant de l'être, sans référence familiale juste, angoissés devant l'avenir, ils ont été marqués en profondeur pendant ces JMJ, même s'ils ne savaient pas très bien comment le dire. » L'approche de Lustiger, le cadre interprétatif, s'appuie aussi sur une forme de théologie pratique englobante qui analyse les situations par référence au contenu dogmatique. Il dit encore dans Communio: « Pour l'expliquer, le succès de Longchamp, on ne saurait se borner à une analyse sociologique à partir d'anciennes grilles. Ce qui a rassemblé des centaines de milliers de jeunes, ce qu'ils ont vécu, c'est le mystère du salut, la libération apportée par le Christ Sauveur. Par la liturgie, le Christ lui-même a atteint les cœurs. » Ce qui est intéressant, c'est que Lustiger aurait pu livrer son interprétation théologique de l'événement, ce qui était son rôle, sans démolir les autres qui se situaient sur un autre plan. Le fait qu'il remette en cause l'approche des sciences humaines et sociales, et on a vu depuis le début du colloque que son rapport à la sociologie et aux sciences humaines était compliqué, n'en constitue pas moins, me semble-t-il à ce moment-là, une rupture avec le courant ecclésial d'après-guerre qui cherchait à fonder l'action pastorale sur l'enquête sociologique. Les raisons de cette rupture sont nombreuses, et il n'y a pas le temps ici de les analyser, mais j'en retiens une. L'approche des sciences humaines qui aurait permis de connaître concrètement les motivations de la foule très diverse des participants et de saisir les ressorts de la dynamique d'agrégation, ne l'intéresse pas. Pour lui, la fécondité de l'action pastorale passe par l'obéissance aux préceptes évangéliques et non par la connaissance concrète du public à évangéliser. Dans la perspective théologique des événements qui est la sienne, le cardinal avait vu dans chacune des précédentes JMJ une réponse de l'esprit aux défis de l'époque. Compose-t-elle réponse au défi de l'unité de l'Europe, chez Stokova à la chute du mur de Berlin et des idéologies marxistes, Denver à la crise de l'Occident et au matérialisme, Manille à l'éveil de l'Asie. Concernant Paris, il se veut très prudent. Ne nous hâtons pas d'interpréter trop vite ce que l'esprit veut nous dire à travers ces JMJ, dit-il à ses séminaristes, alors même qu'il est de longue date persuadé que la jeunesse constitue la partie la plus mobile de la société qui indique où va l'événement. Il se refuse pour autant à dire que Longchamp est une réponse divine à la dynamique de sécularisation et la préfiguration, sur le court terme tout du moins, d'une inversion de tendance. Dans ses prises de parole, il semble interpréter l'événement davantage à la lumière de la transfiguration qu'à celle de la Pentecôte. Il déclare ainsi aux séminaristes: « La chance que vous avez, c'est qu'au milieu d'une grisaille que plusieurs générations de pays de vieille chrétienté ont laissé s'abattre sur elle-même, et parfois avec un certain doute, une certaine désespérance, vous avez la chance d'être témoin d'un acte de puissance de la part de Dieu. C'est vraiment un signe que Dieu vous donne à vous, qui êtes ceux qui allez prendre la suite. » Comme dans l'épisode évangélique où le Christ révèle son identité à ses disciples pour leur donner des forces avant la passion, la JMJ semble le signe que derrière les apparences du déclin de la foi, la force de l'évangile continue à croître. Pour reprendre les mots que Lustiger emploie sur Europe 1, il y a dans la société autre chose que ce qu'on nous en dit habituellement. Et cela doit être un motif d'espérance. Dans les médias grand public, il mobilise aussi implicitement cet épisode de la transfiguration, en voyant dans la JMJ un signe, non pas que la diversification culturelle et ethnique générée par la mondialisation est assumée, mais qu'elle est assumable. Je le cite, « Ils ont démontré, par exemple, qu'il était possible à des gens de nationalités diverses, ils étaient divers, ils le savent, mais ils ont communié ensemble grâce à une attitude spirituelle commune. À travers les différences, ils se sont reconnus comme des êtres humains, capables d'aimer et de respecter d'autres humains. Plus qu'une promesse de lendemain où les églises seraient à nouveau pleines de jeunes et où l'humanité vivrait unie dans ses diversités, les JMJ ont sans doute été perçus par Lustiger comme une forme de dévoilement fugace du royaume des cieux ou de ce que pourrait être le monde avec un supplément d'amour. Alors pour terminer, dans la perspective de ce colloque, il me semble qu'on voit apparaître à travers l'épisode des JMJ plusieurs aspects de la personnalité de Jean-Marie Lustiger. Sa persévérance, certains diront son entêtement, qui, conjugué avec une grande habileté tactique, lui permettent d'aller au bout de ses convictions et de donner corps à ses intuitions.
Sa sensibilité religieuse, qui place l'acte de foi à la base de l'action pastorale, son intérêt pour les signes qu'il crée et qu'il interprète afin de produire du sens, une certaine aversion pour le sérail catholique qui fait de lui une forme d'outsider placé au cœur de l'institution. Mais la JMJ me semble aussi être pour les sujets le moment d'un dépassement. S'il a déployé à l'échelle d'un événement global les intuitions qu'il avait portées dans son diocèse, il est aussi parti à la rencontre d'autres sensibilités, d'autres cercles que ceux avec lesquels il était habitué à travailler. Et ce peut-être, c'est plus important encore, à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église catholique. Parce qu'il voulait rassembler, il a accepté d'entrer dans le point de vue de nouveaux interlocuteurs et parfois de négocier. Cela explique peut-être, pour partie, la confidence rapportée par Robert Serroux dans l'introduction. Merci de votre attention.